Jean-Michel Blanquer, dans quelques minutes, vous ferez face à Alexis Corbière. Mais avant cela, c'est un des marqueurs de notre émission. Vous la connaissez, vous connaissez ce moment. C'est le moment de l'invité inattendu pour un débat de 10 minutes. Il est là, il va nous rejoindre. Faut-il encore le présenter? Il a été ministre de la Culture, ministre de l'Éducation. Il reste encore aujourd'hui l'une des personnalités préférées des Français. On ne présente pas Jack Lang. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Un ancien ministre de l'Éducation qui interpelle l'actuel ministre de l'Éducation. C'est parti. Jack Lang, Jean-Michel Blanquer vous écoute. D'abord, je voudrais saluer votre grande capacité d'action et votre compétence, que je connais depuis longtemps. Je voudrais aussi, selon moi, vous créditer de plusieurs mesures positives que vous avez prises depuis votre arrivée. Le retour du latin et du grec, qui stupidement avaient été relégués à l'arrière-plan. Le rétablissement des classes européennes, que j'avais moi-même créées en voici quelques années. Le maintien et la rénovation du baccalauréat, ce monument historique tel que je l'avais qualifié, vous l'avez préservé et je vous en remercie. La suppression des filières, quelles que soient les difficultés d'application, mais cela viendra le moment venu pour s'en préoccuper. Simplement une inquiétude, on l'a évoqué je crois avant, qu'éventuellement cela se traduise par un renforcement des disparités entre établissements de haute qualité favorisés et hauts établissements, et donc par conséquent disparités entre élèves. Mais je voudrais non pas vous couvrir de compliments tout au long de quelques minutes. Ça c'est fait, si j'ose dire. Mais je le pense, je dis ce que je pense. On se connaît assez pour savoir qu'on se dit ce qu'on pense. C'est vrai. Alors, les inquiétudes. Il y a deux, trois choses que je voudrais dire. La première chose, vous avez, selon moi et selon d'autres, des personnalités comme Antoine Compagnon, comme Boris Cyrulnik, Mona Ozouf, commis une grave faute que peut-être vous pourriez réparer, la réduction du temps de l'école, en faisant passer de 4 jours et demi à 4 jours le temps de l'école. Pourquoi c'est une faute? C'est un non-sens pédagogique. Déjà, le nombre de jours d'école en Europe, en France, pardon, est le plus faible de toute l'Europe. 162 contre 190. Et avec les 4 jours, c'est au total 1 mois, ou pratiquement 1 mois d'école que les enfants perdent. C'est par conséquent une régression du service public. Et les 3 autres jours, ces enfants vont être livrés à eux-mêmes, à la rue, selon les familles et les circonstances, aux réseaux sociaux et au reste. Alors, vous allez me dire, j'ai accordé la liberté aux maires de choisir. Moi, je considère que le temps scolaire, c'est votre responsabilité. Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Et le temps scolaire fait partie de votre obligation nationale. Et on ne peut pas ainsi jouer à la carte avec ce sujet. Et c'est pourquoi je vous demande, au nom de beaucoup de gens, de rétablir les 4 jours et demi. Réponse. Bon, d'abord, je vous remercie de ce que vous avez dit au début, évidemment. Ensuite, je vais évidemment vous répondre sur ce point, parce que je pense que je sais à quel point vous êtes de bonne foi quand vous dites cela, et je sais à quel point vous le croyez. Mais néanmoins, malheureusement, vos arguments ne tiennent pas, je tiens à le dire. D'abord parce que, d'ailleurs, quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale, il y avait une diversité des horaires. Il y avait même quelque chose qui était furieusement à la mode, ça s'appelait la semaine de 4 jours. Ça s'expérimentait par exemple à Épinal, dans la ville de Philippe Séguin à l'époque. Et je me souviens même de reportages à l'époque pour dire que c'était ce qu'il y avait de mieux, parce que les enfants rentraient plus tôt vers le 20 août, et on étalait ainsi mieux le temps scolaire. Donc il n'y a pas un dogme qui dirait que 4 jours, c'est mieux que 4 jours et demi. Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous avez dit au début, je n'ai évidemment jamais dit qu'il fallait passer à 4 jours. J'ai simplement donné une liberté. Et il n'est d'ailleurs pas surprenant qu'en 2 semaines, vous ayez eu une bonne partie des communes rurales en particulier qui soient allées vers la semaine de 4 jours. Pourquoi ? Parce que la situation que j'ai trouvée, cher Jack Lang, c'était une situation déjà extrêmement inégalitaire en réalité. Il n'y avait pas d'homogénéité dans le pays. Vous avez des écoles qui vaquaient le vendredi après-midi. Vous avez des écoles qui étaient en pleine désorganisation parce que dès 15h30, en fait, les enfants n'avaient plus rien à faire. Et qui est le meilleur juge de cette situation ? C'est évidemment localement les gens qui sont en responsabilité. Dans d'autres écoles,
la réforme qui avait mené à 4 jours et demi en 2013, dans d'autres communes, avait eu des conséquences très positives. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes convaincu ou pas? Jacques Lang, vous savez vous-même. c'est un dialogue. Vous savez vous-même que la raison principale pour laquelle les municipalités passent de 4 jours et demi à 4 jours, ce sont des raisons matérielles et financières. En effet, une matinée de moins, c'est moins de dépenses à l'école, moins de personnel. Et je peux prédire, monsieur le ministre, cher monsieur Blanquer, nous pouvons prédire qu'à la rentrée prochaine, c'est 80%. Pour ces raisons matérielles qui passeront à la semaine de 4 jours. Et en plus, les enfants, la conséquence pédagogique que les chronobiologistes constatent, c'est que les journées de l'enfant français sont beaucoup trop longues et ils finissent à l'école fatigués. Alors, ça dépend de quoi on parle. Là, on parle des élèves de l'école primaire. Bien sûr. Ceux qui sont parfois apparus comme très fatigués, c'était par exemple les élèves de maternelle avec la semaine de 5 matinées d'affilée. Il y a aussi beaucoup de constats en la matière. Vous avez parlé des... Vous n'êtes pas d'accord sur le fond, en fait. Vous dites, c'est pas sûr que 4 jours et demi, c'est mieux pour la fatigue des élèves. Je le dis d'autant plus que j'ai, si vous voulez, vous avez une étude des années 90, des années que vous avez bien connues, parce qu'à cette époque-là, justement, il y a eu à un moment donné la concomitance des deux. Vous dites 4 jours, c'est mieux. Les seules études que nous avons de comparaison réellement de 4 et 4,5 nous montrent que ça n'a pas d'impact. Et d'ailleurs, je ne préconise pas la semaine de 4 jours spécifiquement. Mais quand on vous entend, on a l'impression que vous avez une préférence. Non, pas du tout. Non, la preuve, c'est qu'on a maintenu le fonds de soutien financier aux communes pour celles qui restent à 4,5. Par exemple, la ville de Paris est à 4 jours et demi. Bien, c'est certainement très positif parce qu'ils ont pu s'organiser pour cela. La ville de Nice s'est mise à 4 jours parce qu'ils ont le mercredi une organisation qui leur va bien et qui leur permet d'envoyer les élèves défavorisés à la montagne pendant la journée du mercredi, alors que ce qui s'était passé en 2013, c'était que ce dispositif avait été éteint à cause, tout simplement, parce qu'on avait eu une vision uniforme pour toute la France. Bien entendu, il faut un cadre. Et ce cadre, le cadre actuel, je vous le dis, n'est pas plus lâche que le cadre précédent, puisqu'il y avait une grande disparité. Mais surtout, le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est le contenu de ce qui se passe dans le temps scolaire et le contntenu de ce qui se passe dans le temps périscolaire. D'abord, ce sujet, la cohérence entre les deux. En effet. Mais je crois très franchement que c'est une facilité que d'avoir accordé cette liberté aux municipalités. Et moi, ce que je vous demande, vous êtes un ministre à part entière et qui assume pleinement ses responsabilités. Soyez le ministre de l'Éducation nationale et imposez à l'ensemble de la France le même temps scolaire pour les petits. Et n'abandonnez pas à la rue des enfants qui, pendant 3 jours, seront perdus ou livrés à eux-mêmes. Mais ce n'est pas le seul sujet que je veux aborder. Deuxième sujet. Je voudrais quand même répondre à ça parce que je voudrais juste vous dire que pour moitié, je réponds positivement à ce que vous venez de dire, puisqu'on prépare un plan mercredi qui permettra d'avoir des activités périscolaires riches le mercredi. Oui, deuxième intervention. C'est bien la preuve que vous considérez que ces enfants risquent d'être livrés à eux-mêmes. Bien sûr, il faut s'en occuper. Absolument. Jacques Lang. Deuxième sujet, nous en avons parlé déjà à plusieurs reprises, la formation des maîtres. Pour moi, pour beaucoup de gens, c'est la clé de la réussite de toutes les réformes, celles que vous entreprenez ou d'autres réformes. Et à la fin du XIXe siècle, lorsqu'on a créé l'école de la République, la première loi adoptée par le Parlement, c'était la loi sur la création des écoles d'instituteurs. Disons que depuis 16 ans, la formation des maîtres est à l'abandon, est dans une situation de déshérence. Il y a eu d'abord la période, disons, Sarkozy, et vous y avez vous-même indirectement prêté la main, une période au cours de laquelle on avait supprimé toute école de formation de maîtres. C'était fini. Oui, vous étiez au pouvoir, il faut le rappeler. Deuxième période, la période Hollande, un peu moins mauvaise, où on a mis en place, un peu moins mauvaise, pas brillante sur ce plan. En effet, on a mis en place des écoles relevant des universités, dont l'enseignement est beaucoup trop théorique. Alors, je ne vais pas entrer dans trop de détails, simplement l'art d'enseigner, vous le savez, est vital, capital, et prenez en main ce dossier. Et il faut s'y attaquer durement et fermement, et éventuellement vaincre des résistances corporatistes, et notamment celle, pardonnez-moi de le dire, je suis universitaire, celle des universités. Réponse. Bien. Alors, je vais prendre tout ce qu'il y a de positif dans votre question, c'est-à-dire, en effet, il faut améliorer la formation des professeurs, et en effet, c'est le premier facteur de réussite d'un système scolaire. Vous avez eu tort de supprimer la formation des maîtres ? Je n'ai pas supprimé la formation des maîtres. D'abord, je n'ai aucun rôle dans ce qui a pu se passer à ce moment-là. J'étais recteur de Créteil, on me prête beaucoup, et c'est toujours gratifiant, mais ce n'est pas moi. Mais surtout, directeur de cabinet, c'est très bien ce qui se dit. Voilà, c'est en tant que directeur de cabinet de Non, je n'étais pas directeur de cabinet. J'étais recteur de Créteil, si vous voulez, de 2007 à 2010, donc j'étais un recteur comme les autres,
le recteur ne s'occupe pas de la politique nationale de formation. Et ensuite, j'étais directeur général de l'enseignement scolaire et ceci était fait. Mais en plus, il ne faut pas tout diaboliser, ni d'ailleurs le premier quinquennat évoqué, ni le second, puisque ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a appelé la mastérisation. Donc c'est pas les écoles n'ont pas disparu, parce que sinon, je ne vois pas comment on les aurait fait renaître de terre en 2012. Donc on dit des choses beaucoup trop simplistes là-dessus. Mais ce qui est tout à fait vrai, c'est que la formation des professeurs n'est pas satisfaisante en France, et ça fait d'ailleurs assez longtemps que c'est le cas. Pour avoir une bonne formation des professeurs, il faut des praticiens, des gens qui sont devant élèves, qui forment les futurs professeurs de façon à donner une connaissance concrète. Et puis il faut aussi que les futurs professeurs soient articulés avec le meilleur de la recherche internationale sur les enjeux de l'éducation. C'est tout le sujet, par exemple, des sciences cognitives, dont je parle souvent, mais aussi de façon plus générale, ce que la recherche la meilleure au monde nous dit de ce qui va le mieux au monde. Parce que la France n'est pas seule. Il y a des pays qui, aujourd'hui, progressent en matière d'éducation. Et donc, il faut savoir regarder ce qui va bien et le transmettre à nos professeurs. C'est une réforme que je souhaite faire. Nous sommes d'accord, tant mieux. Nous sommes d'accord. Créer de véritables écoles professionnelles qui donnent aux futurs maîtres une préparation pratique à l'exercice de leur métier, qui est très difficile aujourd'hui. Et je vous associe Dernier point. Parce que c'est très important qu'on soit unis sur ce sujet qui est clé pour la France. Je me réjouis par avance si vous réussissez à créer de vraies écoles professionnelles. Troisième sujet, nous en avons parlé aussi, c'est, vous évoquez le sport à l'instant, le sport comme remède, la culture aussi, comme élément clé dans la vie de l'école. Or, ce sujet est à l'abandon aussi depuis plusieurs années. Il y a naturellement ici ou là quelques expériences qu'il faut saluer. Mais ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez mettre au point un véritable plan pour la littérature, les arts, la culture, la pratique à l'école. Un plan qui toucherait l'ensemble de la filière, c'est-à-dire introduire l'éducation artistique dans la formation des maîtres, dont nous parlons à l'instant, dans les horaires, dans l'organisation des programmes à l'école, bref, que ce soit un plan d'envergure de la maternelle aux universités. Et je pense qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas un supplément ou un ornement qui est proposé là. C'est un changement total. Moi, j'aimerais que ce soit un des fondamentaux de l'école, au même titre que les mathématiques ou le français. D'ailleurs, les expériences montrent que là où il y a éducation artistique, les apprentissages des fondamentaux autres se réalisent plus aisément. C'est un remède contre la violence. Ça transforme l'atmosphère de l'école. Ça transforme l'école en lieu de résistance culturelle contre la marchandisation extérieure. Jules Ferry y rêvait. Avec Catherine Tasca, nous avons tenté de mettre au point ce qui a été une petite révolution pendant 2 ans. Donc, j'ose dire, soyez le Jules Ferry aujourd'hui de l'apprentissage ou de l'alphabétisation culturelle et artistique des enfants. C'est un beau destin. Merci. Vous êtes très légitime pour dire ce que vous venez de dire, puisque vous avez, effectivement, ce que vous avez fait en la matière est toujours la référence. L'éducation artistique et culturelle, vous lui avez donné une impulsion très importante qui s'est ensuite affaissée, comme vous l'avez dit. Et donc, avec Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, nous avons clairement l'intention de remettre ça très haut. Nous l'avons beaucoup affirmé, nous avons commencé à agir de différentes manières. Ce serait trop long d'en parler maintenant, mais lorsque nous avons fait la rentrée en musique, c'était déjà un premier signal que nous avons donné, un signal d'ailleurs à plus d'un titre, mais au titre aussi de l'éducation artistique et culturelle. Nous avons ensuite agi en disant que la musique, en effet, serait au premier plan de cette politique. C'est comme ça que dès l'année prochaine, tous les collégiens de France pourront prendre en option l'option chorale. Et je tiens beaucoup à cela parce que je crois que la musique, d'une part, le chant en tant que tel, d'autre part, sont extrêmement importants pour le développement. Ça vous satisfait ou vous dites que c'est pas assez? Oui, non, mais je pense que tout progrès mérite d'être salué. Et je le note comme un progrès. Simplement, il serait souhaitable, comme nous l'avions tenté de le faire, que vous formiez département par département des formateurs de chefs de chœur pour que ces chorales soient des chorales de belle qualité. C'est prévu. Et c'est prévu, alors tant mieux. Avec le ministère de la Culture, ce qu'on va retrouver, vous avez parlé de votre lien avec Catherine Tasca quand vous étiez ministre de l'Éducation, c'est exactement ce que nous faisons avec Françoise Nyssen. Nous sommes unis comme demain. C'est d'ailleurs assez significatif de nos méthodes de travail dans ce gouvernement. Elle l'a mis en tête de ses priorités. Le ministère de la Culture a mis en tête de ses priorités l'éducation artistique et culturelle. Pour moi, c'est une priorité aussi. Par rapport au plan mercredi dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, ce sera aussi à l'intérieur. Ce qui c'est que ce sera à l'intérieur des activités périscolaires. Nous avons notamment insisté sur la musique, la lecture, le théâtre, mais aussi toutes les autres dimensions artistiques, bien sûr. Mais nous voulons des choses concrètes
au travers de ces priorités, et nous le ferons. Merci. Et d'une certaine Jacques Lang. manière, il y a un ministre de la Culture, mais vous êtes aussi ministre de la Culture, car c'est à l'école que tous les enfants du pays peuvent découvrir les merveilles de la beauté, de la littérature et de la culture. C'est le mot de la fin. Merci Jacques Lang d'avoir participé à l'émission Merci. politique et d'avoir interpellé le ministre de l'Éducation.